J'ai été très heureux d'interviewer Quentin du Journal de l'Espace. Je partage cet échange aujourd'hui avec vous. Vous allez voir que Quentin a une chaîne très populaire. En l'espace d'un an, il a fait vraiment des prouesses sur sa chaîne YouTube. Il va vous donner tous ses petits conseils. Il vous fait vraiment un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné ou pas pour lui, ses succès, ses échecs. Vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En un an, sa chaîne comptabilise 55 000 abonnés et 2,5 millions de vues. Quentin, bonjour. Bonjour Anthony. Peux-tu te présenter? Que fais-tu dans la vie? Eh bien, écoute, dans la vie, moi j'ai deux métiers. Je suis à la fois salarié dans une entreprise, je suis commercial dans la santé et à côté, pendant mon temps libre, eh bien, je suis youtubeur, je suis créateur de contenu sur YouTube, un métier que j'ai démarré il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an maintenant, avec la chaîne du Journal de l'Espace, qui est une chaîne qui résume l'actualité spatiale de manière vulgarisée. Très bien. Écoute, déjà bienvenue, parce que je ne t'ai pas souhaité la bienvenue. Alors moi, je suis vraiment très heureux de t'accueillir ici parce que tu vas nous en parler dans cette vidéo, mais je suis vraiment impressionné de la performance. Bon, tu as une chaîne très qualitative, mais j'ai vraiment jamais vu quelqu'un arriver à avoir autant de succès avec sa chaîne en l'espace d'un an. Parce que comme on le sait, la première année, elle est déterminante, mais elle est très complexe pour un YouTuber dans le sens où les choses prennent énormément de temps. Et voilà, j'ai vraiment été impressionné par ça. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui a motivé la création de la chaîne Le Journal de l'Espace? Écoute, c'était un ensemble de choses. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis salarié dans différentes entreprises et à un moment donné, en fait, je pense que intérieurement, j'ai toujours voulu avoir plus de sens dans mon travail, faire quelque chose quelque chose de différent. Et en fait, avant de commencer à travailler, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu être prof. Bon, du coup, je ne suis pas devenu prof, comme je le disais, je suis devenu commercial. Et je pense que ce petit côté pédagogique me manquait un petit peu. Et quand l'année dernière, je me suis dit je voulais créer quelque chose de plus, eh bien je suis parti sur une chaîne YouTube pour voir simplement ce que ça allait donner. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'éclatais là-dedans, que je me régalais vraiment dans la création de contenu et d'ailleurs que la communauté le rendait très très bien. Donc c'est vraiment comme ça que que j'en suis venu à créer le Journal de l'Espace. D'accord. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé ou tu as mis rapidement les choses en place? Enfin... Non, alors en fait, c'était quand même un cheminement de plusieurs mois quand même avant d'en venir à la décision de créer une chaîne YouTube. Mais je dirais qu'au départ, j'étais parti sur d'autres ambitions. Je voulais juste voir un petit peu ce que je pouvais faire d'autre que pour acquérir d'autres compétences. Et finalement, très vite, en moment, je me suis dit, bah, tiens, une chaîne YouTube, ça pourrait être sympa. J'aimais bien la communication, tout ce qui touchait à Internet. Je me suis dit, bah, on va voir, pourquoi pas. Après tout, je suis pas plus bête qu'un autre. On peut aller essayer une chaîne YouTube. Et non, ça s'est fait, disons, la décision de créer une chaîne YouTube, elle a été prise en 3 semaines. Et le sujet également, en fait, le sujet a été trouvé rapidement. Parce qu'en fait, moi, je suis très curieux, j'aime bien la science, j'adore l'espace. C'est pas une passion d'ailleurs à la base, c'est en plus un gros centre d'intérêt. Et finalement, ouais, je me suis dit qu'il y avait un créneau à aller chercher sur l'actualité spatiale, et j'y suis allé pour voir. Voilà. Et le résultat aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez surprenant. J'en suis moi-même, comme tu le disais tout à l'heure, en un an de temps, c'est vraiment impressionnant la progression. Et j'en suis le premier surpris, le premier étonné. Hein. C'était vraiment une extraordinaire aventure. Et il est vrai que c'est malin dans le sens aussi où tu joues sur des sujets d'actualité et que du coup, ça peut générer du trafic, de la visite, mais aussi ça t'amènera un flux, j'ai envie de dire, éternel de contenu, dans le sens où il y aura toujours des choses à dire. Et ça doit être extrêmement motivant et c'est très malin, finalement. C'est très malin. Bah, disons que c'est le côté sympa avec l'actualité, c'est vrai que ça t'amène en fait, comme tu disais, un contenu immédiat et régulier. Et c'est vrai que j'ai pas à réfléchir vraiment à mince, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo pour cette semaine, quel sujet je vais traiter. Non, là je sais qu'il y a toujours plein de sujets possibles. J'en ai même de trop en fait à traiter. J'arrive pas à tout traiter en une seule vidéo par semaine. Et de ce fait, eh bien, c'est plus la charge de travail va être ailleurs en fait. Elle va pas être dans la réflexion de qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu matériel? Quel type de matériel tu utilises?
Écoute, j'utilise du matériel assez simple. D'ailleurs, je vais me permettre de le prendre juste à côté. J'ai un micro. Un micro avec un pied à perche, c'est un micro, c'est le micro Bird UM1. C'est un micro qui m'a coûté à peu près 50 euros. C'est pas excessif. Et en termes de logiciel, ça, j'utilise en fait ce micro pour la voix off, hein. Et en termes de C'est un micro logiciel, qui est amplifié ou que tu branches en USB? Comment? je le branche en USB sur le PC directement et je m'en sers à la fois pour ma voix off et à la fois pour mes enregistrements quand je me filme avec le pied à perche où le micro vient vraiment comme toi actuellement, en fait, juste devant moi. Et non, franchement, pour le prix que j'ai payé, c'est très, très qualitatif, en tout cas un très bon rapport qualité-prix. Et puis après, derrière, ce que je fais, c'est que j'enregistre via le logiciel gratuit Audacity, qui Oui. est vraiment chouette à ce niveau-là aussi, parce que, bon, d'ailleurs, je ne sais pas très, très bien l'utiliser, mais en tout cas, la connaissance que j'en ai me suffit amplement pour mes besoins. Et puis, donc, une fois que j'ai fait l'enregistrement audio sur Audacity, j'exporte le tout sur mon logiciel de montage qui est Wondershare Filmora. Donc, c'est un logiciel lui payant par contre, mais qui n'est pas non plus excessivement cher. Ça coûte à peu près 60-70 euros et pour un utilisage, pour une utilisation illimitée. D'accord, très bien. Oui, c'est vrai que ton micro, pour revenir sur ton micro, bon, je pense déjà que tu as une voix qui est fait pour. Tu as une voix qui est posée, tu as l'art de savoir. Enfin, tu racontes bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai dans tes vidéos. Bon, ça sous-entend aussi énormément de travail, je pense, de préparation, d'écriture, on en parlera après. Mais c'est vrai que sur la qualité de son, on a quelque chose de très bien, je trouve, et c'est très professionnel. Donc, je suis assez étonné quand tu me dis que ton micro fait 50 euros. Mais Ouais. comme quoi, c'est souvent comme ça. Enfin, il y a toujours aujourd'hui des bons plans. On peut arriver à avoir du matériel, un excellent rapport qualité-prix. Faut-il encore connaître le matériel et savoir où aller chercher. Mais ok, très bonne. Du coup, très bon plan. Tu disais, c'est un micro Bird, c'est ça? Bird, BIRD-UM1. Ouais, D'accord. Ok. j'ai trouvé ça sur Amazon. Enfin, vraiment, ça se trouve partout. Et ouais, il fait vraiment le job. Et donc, tu le recommandes Ah ouais, je le à- recommanderais pour des débutants youtubeurs. Vraiment, ce micro-là, c'est très bien. C'est pas un investissement qui est très, très important. Et ouais, ça vaut le coup. Et j'ai oublié à préparer en termes de matériel. C'est vrai que j'ai des spots aussi lumineux, aussi quelques petits spots lumineux parce que le son, c'est hyper important. On l'a vu, mais maintenant, pour l'image, il faut aussi beaucoup de lumière. Donc, quelques spots lumineux, pareil, que trouver sur Amazon, pas excessif en termes de prix. Oui, j'avais pas prévu de parler de ça, mais au niveau aussi de ton environnement, enfin de la pièce dans laquelle tu filmes, c'est un espace, j'imagine, dédié que tu as créé vraiment que pour ça? Ou est-ce À la que base, tu... c'est juste mon bureau. C'est juste mon bureau de D'accord. travail. Et en fait, j'ai un grand mur blanc là, qui était derrière moi, qui était d'ailleurs complètement blanc avant que je me mette à faire le journal de l'espace, et sur lequel j'ai commencé en fait à habiller avec une petite décoration, avec une petite planche pour mettre des petits décos, quelques cadres, et puis bon, aussi une petite fusée forcément, vu qu'on parle du domaine spatial, mais vraiment, ça reste très sobre, ça reste très simple, et surtout avec un bon éclairage de face et un petit peu latéral, qui permet vraiment d'éclairer et de donner une belle qualité visuelle. Au niveau de la prise de son, tu n'as pas eu besoin de travailler sur tes murs, tu n'as pas eu des problèmes de résonance ou autre, tu n'as pas eu besoin de Alors, travailler sur l'acoustique? alors non, parce que j'ai quand même pas mal de meubles dans cette pièce. Oui. J'ai un tapis au sol aussi. Le tapis Ah, atténue pas ça aide mal le beaucoup le son. tapis. Oui. Ouais, ouais. Et donc, de ce fait, je suis pas trop embêté sur la réverbération. Non, je suis pas. En fait, c'est une pièce qui était déjà. C'était déjà une pièce de vie. Donc, j'avais pas quelque chose de vide, et ça permettait d'avoir une bonne qualité sonore. Ok, très bien. Merci pour tout ça. Des bons tuyaux. Donc, je mettrai en description le lien peut-être de ton micro si je le retrouve. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Ensuite, qui t'a formé pour devenir youtubeur? Comment tu t'y es pris au début? Est-ce que tu suis le LabTube? J'ai envie de te dire, la croix et la bannière, comme on dit, j'y suis allé complètement en autodidacte. Je ne connaissais rien à YouTube, je ne connaissais rien au montage, rien à l'enregistrement vidéo. Et d'ailleurs, ça doit se ressentir dans les toutes premières vidéos que j'ai laissées sur ma chaîne, hein, volontairement, pour me rappeler toujours de où je pars. Parce que effectivement, je n'avais pas d'ailleurs ce micro au départ, j'utilisais un micro de gaming. Donc, c'était pas extraordinaire en termes qualitatifs. Et puis surtout, après, en fait, on se forme sur le tas. On utilise les logiciels, on a une idée de où on veut arriver, et du coup, on essaye de faire avec ce logiciel pour avoir le meilleur rendu possible. Et on apprend. Et on apprend énormément, on apprend très, très vite. Donc, ouais, voilà, vraiment, c'est ça, c'est l'autodidacte. Ok. Et donc, pour le LabTube, est-ce Alors, que pour le LabTube, en fait, LabTube est arrivé un petit peu après. Quand est-ce que tu as commencé, toi, d'ailleurs, le LabTube? c'était en mars de l'année dernière, donc Mars mars 2019, du coup. 2019. Ouais.
Ouais, parce que moi j'ai commencé en fait au début je suivais un autre YouTuber pour me former sur les bases de YouTube et en fait je me suis rendu compte que les bases c'est quelque chose que tu dois toujours dans chacune de tes vidéos tu dois toujours revenir là-dessus. Et un petit peu plus tard j'ai découvert le LabTube au mois Est-ce de que tu peux mars. citer le youtubeur dont tu parlais? Alors c'est Stéphane Lacoste. Oui, je vois, d'accord. Stéphane Lacoste qui fait pas que des vidéos sur YouTube, mais en tout cas au début j'avais bien accroché sur son style. C'est un petit peu déjanté d'ailleurs, mais je trouvais vraiment que ses conseils étaient excellents et il parlait déjà, comme toi tu le répètes souvent, de cette fameuse période de traversée du désert qu'il faut absolument franchir, qui est le plus dur vraiment pour un YouTuber. Mais une fois que tu comprends vraiment comment ça va fonctionner, bah, ça m'a permis en tout cas de me mettre sur les rails et de prendre tout de suite les bons réflexes, le bon rythme. Et après, toi, tu es arrivé au mois de, bah, à peu près en début d'année dernière, où pareil, j'ai tout de suite accroché à tes vidéos, où tu donnais d'excellents conseils, et d'ailleurs que je suis toujours, parce que même aujourd'hui, après un an, tu vois, à suivre les conseils enfin, je veux dire, à faire moi-même des vidéos YouTube, on pourrait dire, bah c'est bon, j'ai plus besoin, je suis plus un novice, je peux commencer à passer à autre chose. Mais si, parce qu'en fait, à chaque fois, tu dois, si tu ne respectes pas ces règles-là, au final, il va te manquer quelque chose pour faire en sorte que ta vidéo ou tes vidéos puissent arriver à quelque chose de qualitatif. Donc régulièrement, je me replonge dans tes vidéos pour me dire est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai bien respecté toutes les règles qu'il faut respecter sur YouTube? Parce que bah, YouTube, tu sais pas juste balancer une vidéo comme ça. C'est réfléchir à toute une organisation de création de la vidéo, depuis son départ jusqu'à la sortie et jusqu'au suivi même de la vidéo derrière pour faire en sorte qu'elle puisse vraiment fonctionner correctement et monter et gagner en nombre de vues. Bah, moi, ça me touche parce que je me dis, moi, c'est un retour d'expérience sur ma chaîne principale par rapport à des choses qui me sont arrivées. Enfin, tu sais comment je fais sur ma chaîne, mais de savoir, de me dire peut-être que quelques conseils que je t'ai donnés ont pu contribuer. Je dis Bien pas ton sûr. succès, c'est toi qui as fait ta chaîne, mais si ça a pu aider d'une façon ou d'une autre, eh ben, je suis quand même super fier et heureux parce que je me dis que je fais pas ça pour rien. Mais tu peux parce que vraiment c'est extrêmement qualitatif. Et si vraiment aujourd'hui je devais conseiller une personne qui me dit bah écoute Quentin, voilà, je veux me lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu me conseilles de suivre? Bah, je te dirais vraiment le LabTube parce que tu parles de tout ce dont il faut tout ce dont il faut parler pour créer une chaîne YouTube. Et je pense que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est vraiment un très très bon point de départ. En tout cas, il faut commencer par le LabTube. Bon, bah, merci beaucoup, ça me touche. Bon, bah, du coup, on va continuer. Comment prépares-tu tes prochaines vidéos? Comment fais-tu pour trouver des idées de contenu? Et combien de temps cela te prend-il pour sortir une vidéo vraiment de A à Z? Ouais, alors ça c'est une bonne question parce que c'est vraiment quelque chose qui pourra en surprendre aussi plus d'un. Aujourd'hui déjà, créer une vidéo pour moi de A à Z et sur YouTube, ça prend à peu près 25 heures. Donc ça je commence par là parce qu'en fait dans ces 25 heures, il y a énormément de travail sur plein de domaines différents qu'il faut surtout pas oublier, qu'il faut bien prendre en compte. Déjà comme tu l'as dit, c'est rechercher le sujet de la vidéo. Pour moi, comme c'est de l'actualité spatiale, c'est pas trop gênant. Je suis juste l'actualité sur un ensemble de sites différents sur Internet qui me donnent tous les jours, entre guillemets, qui m'abreuvent de sujets potentiels. Donc en fait, je sélectionne ces sujets-là. Ensuite, je vais les réécrire parce que je dois les vulgariser pour faire en sorte que chacun puisse les comprendre. Parce que mon audience, c'est ça. En fait, je cherche vraiment à toucher un maximum de personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à l'espace, mais qui s'y intéressent. Donc voilà, je vulgarise les choses. Ensuite, je vais enregistrer en voix off. Ensuite, je vais faire du montage. Je vais me filmer. Je vais à nouveau refaire un peu de montage, faire un petit peu de sonorisation, parce que tu auras remarqué dans chacune de mes vidéos, j'ai un petit fond musical, musique libre, précisons bien, c'est important, qui permet justement d'apporter en fait un attrait supplémentaire, une accroche supplémentaire pour chacune des vidéos. Et après, bah, il faut bien évidemment publier. Il faut faire une miniature, et ensuite il faut faire le suivi de la publication. Et tout ça, tout mis bout à bout, ça met à peu près 25 heures par semaine. Donc c'est quand même conséquent, mais ça en vaut la peine. Oui, c'est quand même colossal, mais ça montre bien que YouTube est quand même bien fait, parce qu'aujourd'hui, tu es récompensé pour tes efforts, mais on a l'impression qu'au-delà des métriques et de tout ce qu'on essaye d'analyser, enfin de mettre en place pour nos vidéos, il est quand même fondamental, l'algorithme YouTube est assez intelligent pour comprendre quand un contenu est vraiment de qualité, et quand ce contenu a pris du temps à son créateur. Et toi, c'est ça, je veux dire, ton succès n'est peut-être pas là pour rien, c'est que quand je vois l'énergie que tu mets dans tes vidéos, du coup, ça apporte énormément de qualité, du rythme, énormément de choses, et bon, au niveau du watch time et du reste, ça doit s'en sortir, l'algorithme l'analyse, et c'est ce qui fait aussi que tu es dans cette boucle virtueuse qui fait que tu fais tout simplement du bon contenu, quoi. Ouais, Euh, mais je pense que de toute façon, c'est comme tout, hein. Dès que tu te mets vraiment à bosser dur sur quelque chose, ça paye toujours à un moment donné. Il faut oui, juste s'accrocher. Il faut vraiment faire preuve de sacrifice au début parce que bah, c'est une habitude à prendre, hein. Quand tu te mets d'un seul coup à prendre 25 heures sur ton temps libre, parce
que je rappelle encore une fois, c'est qu'une activité complémentaire. Et quand tu prends tout ton temps libre pour faire ça, à un moment donné, t'as besoin aussi d'avoir derrière une certaine pas récompense, une certaine rétribution sur le fait que bah, c'est bon, tu te rends compte que ça marche et tu te dis bah c'est bon, allez, on continue, c'est le bon rythme, j'ai trouvé le bon rythme, on insiste là-dessus parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça qui est complexe, et on en revient toujours à cette traversée du désert. Moi, pareil, quand j'ai commencé à faire du contenu, blog et chaîne YouTube, fin 2016 sur ma chaîne principale, encore, je travaillais beaucoup moins que toi sur mes vidéos. Ça me prenait pas 25 heures, clairement. Mais au début, on n'a aucun résultat, on n'a rien du tout. Donc, en plus d'une activité principale, moi j'étais chef d'entreprise, j'ai créé mes articles de blog à 5h30, 6h le matin avant d'aller travailler. Et je tournais mes vidéos généralement le soir quand je rentrais, 19, 20 heures, voire plus. Et donc, je te comprends, c'est colossal le travail, l'investissement que ça demande au début, sachant qu'en plus, on va avoir aucun résultat à court terme. Donc, c'est là que la plupart baissent les bras, abandonnent. C'est ça. Et quand on commence à avoir un minimum de retour sur ce qu'on a fait, généralement, là, déjà, on est heureux parce qu'on se rend compte que ça commence à prendre. Mais généralement, c'est juste le début d'une belle aventure parce qu'il y a vraiment l'effet boule de neige qui s'applique. Et je pense que autant que toi et moi, avec ma chaîne principale, on y est encore. On y goûte tout juste. C'est qu'à un moment, on va passer les 100 000, peut-être les 500 000, etc., etc. Enfin, pour moi, toi, tu passeras clairement le million d'abonnés. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur ma chaîne principale. Mais toi, j'en suis absolument évident quand je vois ta croissance. Et c'est même beaucoup plus loin. C'est évident, et tu seras un acteur majeur dans ta... Enfin, je digresse totalement. J'espère, en tout cas. Mais bon, vu comment ça se passe pour l'instant, en un an, c'est hallucinant ce qui t'arrive. C'est génial. C'est vrai que c'est une super aventure. Merci, mais c'est vraiment une très très belle aventure. Ça, il faudrait surtout pas arrêter. Ah non, c'est pas le projet. Loin de là. Très bien. Parfait. Me voilà rassuré. Donc, à quel moment tu as senti que ta chaîne était en train de décoller ? Écoute, je l'ai senti, je me souviens précisément de la date, ça a été le jour où j'ai franchi le cap des 1000 abonnés. Et je me souviens exactement de la date, c'était le 31 décembre 2019. Parce que c'était 3 mois et demi à peu près après mon démarrage, parce que j'ai démarré en septembre 2019. Et à cette date-là, en fait, j'ai atteint les 1000 abonnés sur une vidéo qui a essayé en fait de commencer on l'a senti que YouTube a commencé à la pousser un petit peu sur plein de nouvelles personnes, et j'ai eu d'un seul coup beaucoup d'abonnés. Et ça a été en fait assez phénoménal dans le sens où un mois après déjà, après mes 1000 premiers, enfin j'ai mis 3 mois et demi à faire mes 1000 premiers abonnés, et un mois après, c'est-à-dire au mois de février, début février, j'avais déjà 10 000 abonnés. Donc il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Je ne saurais pas précisément l'expliquer. Est-ce que je pense que c'est un ensemble de choses, mais à un moment donné, je me dis, j'ai mis 3 mois et demi vraiment à comprendre le fonctionnement de YouTube, à comprendre aussi comment réussir à faire une belle vidéo, à maîtriser mes outils de montage, mes logiciels, etc. Et je pense que tout ça mis bout à bout, à un moment donné, j'ai réussi à avoir des vidéos qui étaient suffisamment qualitatives pour faire en sorte que les gens se disent « Ouais, c'est bon, là, ça y est, c'est intéressant, je m'abonne. » Et à partir de là, c'est parti. L'aventure a vraiment décollé. Et est-ce que, peut-être pour illustrer, est-ce que tu aurais la courbe de cette fameuse vidéo qui s'envolait en termes de vues ? Ça pourrait être intéressant. Alors en fait, c'était pas une vidéo, moi tu sais, comme je sors une vidéo tous les vendredis, donc une vidéo par semaine, je pense que c'est un très bon rythme. Ça sert pas forcément à grand chose de faire plus. Après, il faut pas non plus faire moins. Dans l'idéal, moi j'aimerais bien pouvoir en faire 2 par semaine, mais justement, je vais le montrer sur mes courbes. Alors, attends, je vais prendre la main. Mais après, je pense à ton cas. La deuxième vidéo, si c'était par exemple un format court ou quelque chose qui ne te prend pas trop de temps, juste un fait d'actualité ou quelque chose qui viendrait en appui. Ça pourrait être une idée, effectivement. Ça pourrait être une idée parce que j'ai envie, bien évidemment, de développer un peu la chaîne. Et on va le voir après. Attends, je vais déjà tout de suite te montrer une courbe sur 365 jours. Comme ça, au moins, tu pourras voir... attends, est-ce que c'est ici, vidéo, analytics. Où est-ce qu'elles sont les statistiques? Bon, c'est là, analytics. Du coup, voilà, je vais le mettre en depuis toujours. Voilà. On voit ici, tu vois, c'est à ce moment-là. Ici, c'est sur cet endroit-là, au niveau du pic. Où tu vois ici, c'est cette traversée du désert où je sortais. C'est ça, là, c'est 2 vidéos par quinzaine, grosso modo. Donc, c'est ça, donc une vidéo par semaine. Et ici, d'un seul coup, boum, j'ai eu une vidéo qui a fait 6000 vues en une journée. Tu vois, et ça, à l'époque, c'était quelque chose de 5 janvier. Incroyable.
c'est ça se J'imagine transforme que à c'est côté des de... vues suggérées, enfin c'est de la suggestion YouTube, C'est c'est ça, vraiment... c'est YouTube qui met en avant, clairement. Ouais. Ouais. C'est là-dessus que j'ai fait. Au début, j'ai fait pas mal de promos sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, j'ai commencé à aller faire de la pub sur Facebook. J'ai fait de la pub sur Instagram, un petit peu sur Twitter, mais ça fonctionnait pas. Hum. Et ça fonctionnait pas beaucoup. Et à un moment donné, vraiment, YouTube a commencé à me mettre en avant. Je dis, c'était là, le 31 décembre. À partir du 31 décembre, j'ai commencé à faire plus de 1000 vues par jour. Et je suis plus jamais redescendu, quasiment plus jamais redescendu. C'est un petit peu au mois de mars pendant le Covid. Mais je suis quasiment plus jamais redescendu en dessous de 1000 vues par jour. Depuis lors. Et après, en fait, le rythme, ça s'est lancé d'une manière assez particulière. C'est qu'en fait, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai une pointe et elle retombe Oui, très vite au bout de 2-3 jours. Vu que c'est de l'actualité, en fait, je pense qu'elle devient très vite obsolète. Et chaque nouvelle vidéo, boum, j'ai un pic et je redescends. C'est un c'est pic incroyable, et j'ai je jamais vu redescends. ça. Jamais vu ce type de courbe, moi sur toutes mes chaînes confondues. Vraiment, là, c'est incroyable, on voit cette régularité. On va vraiment... À la sortie de chaque vidéo, c'est impressionnant de C'est voir ça. le Bah, nombre de tu le vues que vois tu ici, as, tu ce qui vois. montre un peu quand même l'intérêt pour ton audience de tout de suite venir voir ton contenu. Et puis Oui. ça retombe tout aussi vite, c'est assez impressionnant. Mais j'ai cette chance vraiment d'avoir une audience extrêmement fidèle aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui me motive. C'est que, effectivement, quand je sors une vidéo, j'ai tout de suite, dans la soirée maintenant, j'ai au moins 10 000 vues en fait, qui sont faites en une soirée, comme je la sors le vendredi à 18h. Et ça, c'est vraiment génial, c'est hyper motivant parce que là, tu sens vraiment ta base de fans, en fait, parce que on commence même à parler de fans à un moment donné hein, sur ce type d'activité. Et tu as Oui. vraiment ta base de fans qui ne veut absolument pas rater ta vidéo, qui la regarde tout de suite. Et après, tu as ceux derrière qui font partie du cœur de ta chaîne, qui vont la regarder sur le week-end. Et après, tu as les retardataires, parce que voilà, qui ont différentes choses à penser de toute façon, hein, mais qui vont toujours être là, présents au rendez-vous. D'ailleurs, on le voit au niveau des commentaires, j'ai toujours les mêmes personnes qui commentent. Et ceux-là, c'est vraiment ceux sur qui il faut compter. C'est ceux vraiment à qui je dis vraiment un grand merci, parce que c'est grâce à ces gens-là aussi que YouTube reçoit les bons indicateurs, les bons signaux pour dire cette vidéo-là, elle doit être mise en avant, on va la mettre en avant. Et à chaque fois, je gagne entre 500 et 1000 abonnés par semaine grâce à ça. Incroyable. Et ça montre aussi la puissance du rendez-vous, le fait d'avoir Oui, vraiment un rendez-vous à une heure précise, un jour précis, parce qu'en fait, ton audience attend vraiment ça. Ça se sent ouais. sur tes statistiques, c'est incroyable. Ouais, non, Euh, mais cette régularité, c'est ouais. clair. Je suis persuadé que c'est très, très important sur YouTube. Il faut vraiment une régularité exemplaire. D'ailleurs, tu avais fait des essais, toi, je me souviens, à un moment donné, de faire plus de vidéos pendant un temps, et puis après, plus Oui. du tout. Et ça, YouTube, justement, te le fait payer à un moment donné. Il te le fait payer, mais dans le mauvais sens du terme. Il vaut mieux Alors, il y a rester plusieurs vraiment choses. régulier. Il y a la régularité. Alors, moi, avant, j'étais beaucoup plus régulier avant. Déjà, sur ma chaîne principale, c'était tous les Ouais, jeudis à 17h, je crois, sur ma chaîne de peinture au début. Et finalement, c'est là que j'ai eu le plus de croissance. Et au bout d'un moment, maintenant que je fais que ça fait partie de ma vie d'artiste aussi, des fois, j'ai fini mon montage le lundi, des fois, c'est d'autres jours. Donc, je suis un peu, comment dire, un sale gosse là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas la patience d'attendre le jour J, le rendez-vous. Donc, des fois, je balance tout de suite ma vidéo. ouais. Et je pense que c'est une erreur de ma part. Et tu vois, j'applique même pas mes propres conseils parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur les rendez-vous et sur le fait qu'il fallait être régulier. Et voilà, donc déjà ça, je le fais pas, il faudrait que je m'y remette clairement. Et après, effectivement, j'avais fait un test, donc je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse, sur le fait volontairement d'appuyer beaucoup plus en faisant un contenu quasi journalier et tout au contraire, euh, arrêter de faire des vidéos pendant une période, on va dire, de quelques semaines. Et c'est vrai que C'était 2-3 YouTube, semaines, c'est ouais. le fait de diffuser régulièrement, je l'ai toujours dit, je ne vais pas trop y attarder ici, mais pour moi, ça détruit une chaîne, clairement. C'est Ouais. quelque chose à absolument pas faire. Et quel qu'en soit le format. Et le fait de baisser aussi en termes de fréquence, en termes de diffusion, le fait de moins diffuser, YouTube va vous taper sur les doigts. Des fois, vous le dit clairement. Moi, dans ma vidéo, je montrais Oui, comme quoi il m'a mis un petit panneau en disant attention, si tes oui, je me statistiques souviens. baissent, c'est tout simplement parce que tu ne diffuses plus. Donc, on voit la volonté de YouTube de vous forcer à faire du contenu régulier. Il vous récompense pour, et c'est cohérent aussi, ça fait partie de son business model finalement. Plus on est régulier, plus on n'a pas de contenu, plus il y aura de vues, et lui, ça lui permet aussi, d'un point de vue publicitaire, sur son business model, enfin, en termes de chiffre d'affaires, de faire plus d'argent. On voit la volonté de vouloir toujours tenir toute son audience et toujours Ouais. avoir du contenu, en fait. Donc, ouais. Enfin bon, voilà, C'est j'ai un vrai que je peu ne sais pas s'il y a vraiment une règle à appliquer, mais c'est vrai que la régularité, elle est très très importante. Et aussi essayer de faire des vidéos qui sont à peu près toujours de la même durée. J'essaie toujours, tu vois, moi, de me forcer à faire des vidéos d'au moins 10 minutes. 10 minutes, c'est le minimum. Et j'essaie de m'y tenir au maximum. Et je pense aussi que YouTube, ça aide en tout cas à mettre en avant une vidéo, d'avoir vraiment cette régularité toujours réglée comme une horloge qui fait que, ouais, à chaque fois,
Intéressant. J'ai toujours la même courbe qui arrive et comme c'est une courbe qui marche, et ben, je suis ce schéma parce que comme ça marche, il n'y a pas de raison que ça vienne à un moment donné à s'effondrer ou du moins ce sera un autre facteur qui fera que cette courbe s'effondrera un jour ou pas. Oui, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est raccord, mais je sais que tu as des vidéos qui sont beaucoup plus populaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors en fait, ça dépend du thème, clairement. Donc tu as l'actualité. En fait, moi, c'est toujours des vidéos d'actualité, mais en fonction du thème choisi, j'ai des vidéos qui vont faire au moins 40% de vues en plus. Les thèmes, c'est très simple, c'est dès qu'on parle de SpaceX, c'est l'entreprise d'Elon Musk, donc c'est vraiment une entreprise très particulière. Et dès que je sors une vidéo avec une miniature ou un titre ayant dedans ou faisant apparaître l'entreprise SpaceX, on sent tout de suite une agitation, entre guillemets, sur le fait que j'ai beaucoup plus de monde qui va regarder cette vidéo. Je pense qu'il y a des sujets qui, forcément, comme tout, vont attirer beaucoup plus de monde. Et il est très, très important, vraiment, de savoir jouer, entre guillemets, avec ça, parce que ça peut permettre de faire gagner énormément de vues et donc énormément d'abonnés. Par exemple, je vais reprendre la main, je vais te remontrer un petit peu ça sur les analytics. J'ai eu une vidéo qui a fait 150 000 vues au mois de mai, si je me souviens bien. C'est que c'est aussi un piège, je pense, dans le sens où tu vas avoir tout de suite toujours envie d'axer le contenu de tes vidéos autour de SpaceX ou d'Elon Musk. Et sachant que des fois, tu auras peut-être des choses encore beaucoup plus importantes à dire dans ton épisode de la semaine, mais tu sais que fondamentalement, ça va t'apporter plus de trafic. Alors, est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que tu... Alors ouais, c'est un piège et justement, je sais que je serais tenté de mettre toujours du SpaceX parce que forcément, on sait que ça va marcher. Et il y a toujours en plus de l'actualité spatiale sur SpaceX. Le point étant qu'à un moment donné, je veux surtout pas que les gens se disent bon, c'est un fanboy de SpaceX ou il ne parle que de ça. Non, je veux surtout justement parler d'autres sujets parce qu'il n'y a pas que SpaceX, il n'y a pas que les États-Unis. Aujourd'hui, on a aussi sur le spatial, bien évidemment, on a l'ESA, on a la Chine aussi qui est qui est de plus en plus importante sur le domaine spatial et je veux vraiment mettre en avant toutes ces personnes. Je vais essayer de rester le plus neutre possible, c'est aussi important, ça c'est ce qui me permet aussi de ne pas déranger entre guillemets certaines personnes en voulant absolument mettre en avant une entreprise ou un pays en tout cas sur sur son exploration spatiale. Et donc je savais que j'aurais tendance vraiment à vouloir mettre du SpaceX le plus souvent possible parce que ça marche, mais je sais qu'il faut surtout pas que je le fasse pour les abonnés, pour faire en sorte qu'ils aient vraiment pas cette impression que je ne fasse parler que de parler que de ça. Ça, ce serait vraiment une erreur, je pense, de ma part. Donc voilà, donc je joue avec le fait que des fois je vais faire des vidéos à 90 000, 100 000 vues et des vidéos qui vont en faire moitié moins parce que ça ne parle pas du même sujet. C'est un choix, mais je pense qu'il faut que je me tienne à cette ligne-là aussi. C'est tout à ton honneur et je pense que oui, effectivement, je pense que je ferais les choses comme toi si j'étais à ta place, effectivement. Là, tu vois, justement, on a la montre-nous, vidéo qui avait fait en fait 150 000 vues. Et en fait, tiens, c'est marrant, c'est vrai que je peux pas zoomer plus sur une période de temps définie. Tu vois, elle a déjà 180 jours, donc elle a bientôt 6 mois, cette vidéo. Et tu vois vraiment, dès le départ, la première journée en 24 heures, tu vois, la première journée, boum, j'ai déjà quasiment 40 000 vues. La deuxième, 52 000. Et en fait, vraiment, ça a monté comme ça ça a monté comme ça pendant, allez, 12 jours. Tu vois, tu te rends compte, ça a monté comme ça pendant 12 jours en flèche jusqu'à 120 000 vues. C'était vraiment impressionnant comme démarrage. D'ailleurs, on voit ici en gris, c'est ma moyenne habituelle sur une vidéo. Et tu vois qu'elle est largement au-dessus. Donc, qu'est-ce qui a fait Alors, dans quel état d'esprit tu te retrouves Comment on se sent les premiers jours quand ça arrive? C'est bonne question. Écoute, c'est une super question parce que franchement, en fait, je me souviens même encore de ce que j'étais parti faire après avoir publié la vidéo. J'étais parti me promener avec ma compagne quand tu sors une vidéo, au début, tu regardes toujours tes analytics, donc tu es sur le téléphone, et puis de temps en temps, tu regardes, c'est bon, ça fait 1 heure, ça a déjà fait 4000 vues, mince, en 1 heure, je suis pas habitué à ça, c'est surprenant. Puis tu vois que ça monte, mais tu te dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? Puis après, tu te dis, tu rentres chez toi, tu analyses tes données au bout de quelques heures, et tu regardes un ensemble de choses, tu vois déjà que ton taux de clic, c'est ça qui est hyper important aussi au début, on va regarder la partie couverture, justement, le taux de clic. Le taux de clic par impression est extrêmement important. Regarde un petit peu ce taux de clic sur la première journée. Tu le vois ici. Alors, ça paraît pas 7,8%, tu te dis que c'est pas énorme, 7,8%. Et sur les 24 premières heures, ça veut dire que j'ai eu des vidéos, quand elle apparaissait, j'avais au tout début, pendant les premières heures, je vais avoir à peu près 30% de taux de clic. Ça veut dire que dès qu'elle apparaissait, j'avais une personne sur 3 qui voyait la miniature, qui cliquait dessus. C'était juste colossal. Donc tu vois la miniature, l'importance de la miniature. Ça, c'est vraiment là-dessus que je veux aussi insister, mais l'importance de la miniature, c'est essentiel.
si on en revient à des choses simples, on comprend que YouTube va tout de suite chercher à savoir quelles sont les vidéos qui vont créer beaucoup d'intérêt pour une audience. Donc, si ton audience à toi, il va prendre un échantillon. Si dans ton échantillon d'audience, tout de suite, une bonne partie des gens ont décidé de cliquer, il va se dire, bon, plus que la normale, en tout cas, il va se dire, il se passe quelque chose. Donc, il va naturellement vite montrer déjà à augmenter l'échantillon pour ta propre audience, et après, quand il aura fait le tour de ton audience, il va clairement tout de suite le montrer aussi à une autre audience qui n'est pas la tienne. Parce que pour lui, il se dit tout simplement, s'il y a autant d'intérêt, il y a peut-être du buzz, il y a peut-être un intérêt, quelque chose qui a besoin d'être montré rapidement. Donc, il est obligé de tout de suite suggérer ta vidéo. Alors que normalement, moi, j'ai jamais connu ce type de mécanisme. Les mécanismes de suggestion, je les utilise sur le long terme, grâce à des requêtes ou autres, mais sur du court terme, je pense que c'est ce qui est le plus dur à aller chercher. Et donc, ça montre qu'il a compris que tu parlais sur un fait d'actualité, quelque chose qui crée énormément d'intérêt. Donc, on voit quand même que l'algorithme YouTube est drôlement bien fait. C'est tout ce qui est deep learning et tout ça, c'est très, très poussé aujourd'hui et on arrive à... C'est impressionnant. C'est ce qui fait aussi qu'il est difficile justement de comprendre exactement comment fonctionne YouTube. Il n'y a pas possibilité, entre guillemets, de tricher aujourd'hui. Si tu veux vraiment faire une vidéo qui marche, c'est soit tu arrives à faire un buzz et que les gens vont sur le long terme tous vouloir absolument aller voir ta vidéo, soit tu arrives vraiment à faire quelque chose de très qualitatif et faire en sorte que les gens vont cliquer sur ta vidéo parce que la miniature est bien faite, vont rester sur ta vidéo parce que l'accroche est bien menée, ils vont ensuite regarder l'intégralité de ta vidéo parce que le sujet les passionne ou les intéresse et ils trouvent vraiment leur intérêt. Et si tu as ces trois choses ensemble, si tu as un bon taux de clic, une vidéo qualitative et une bonne accroche, tu vas cartonner. Ta vidéo, elle va cartonner, c'est certain. Regarde, tu vois là sur la période totale sur 6 mois, tu vois, j'ai eu 2,8 millions d'impressions. Ça veut dire qu'elle est apparue sous les yeux de 2,8 millions de personnes. Et sur ces 2,8 millions de personnes, j'ai eu un taux de clic moyen de 3,6%, ce qui est colossal, et ce qui a amené ces 150 000 vues pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est ma première vidéo et j'en suis vraiment super content. J'espère prochainement réussir à refaire une vidéo comme ça c'est clair. Pour tous ceux qui regardent, je tiens bien à préciser que ces 2,8 millions de vues, c'est uniquement pour cette vidéo. Enfin, c'est impression, attention. Impression, oui. Ça apparaît, c'est juste la miniature qui apparaît. Oui, voilà, l'impression de la miniature, cette miniature de cette vidéo, uniquement de cette vidéo, a été affichée 2,8 millions de fois. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Mais c'est vrai que c'était génial. Puis alors dans l'émotion, par contre, tu es super content. C'est vrai que tu te dis, ouais, c'est bon. En fait, c'est un peu à double tranchant parce que tu dis, ouais, c'est génial, c'est bon, j'ai compris le truc. Je vais. Oui, après tu t'attends même chose sur les prochaines vidéos. Voilà. Puis tu ressors une vidéo la semaine d'après et puis en fait, tu te vois que non, ça retombe comme d'habitude, bon, qui est malgré tout un comme d'habitude déjà plus important parce que rien que cette vidéo, je crois qu'elle m'avait fait gagner plus de 5000 abonnés. C'était colossal. Je pense que de façon cyclique, ça réarrive régulièrement, enfin ça va réarriver, mais ça sera en plus corrélé à ton audience du moment. Donc tu auras sûrement beaucoup plus d'abonnés quand ça va réarriver, donc ça sera encore plus, l'effet boule de neige va être encore bien plus puissant, je pense, et il y a bien un sujet, un moment ou un autre, qui va recréer cette boucle virtueuse, j'en suis convaincu. Ouais. Et là, tu risques de tomber par terre parce que c'est peut-être celle qui te fera passer le million d'abonnés, on n'en sait rien. Mais tu viendras très rapidement, je pense. Ouais. Mais c'est une niche qui est assez petite malgré tout, je pense, la niche du spatial dans lequel je me suis mise. Mais j'ai encore beaucoup de monde à aller chercher. Je pense que j'ai des... Oui, mais moi, je n'y connais rien, par exemple. J'y connais rien. Et quand on regarde tes vidéos, on se laisse intéresser par... Franchement, c'est super intéressant ta façon de raconter ou autre. Moi, à la base, c'est pas quelque chose... Enfin, si, ça m'intéresse, mais de loin, mais j'y connais rien. Et la dernière fois, il y a déjà quelques temps, c'était presque au début, je regarde tes vidéos, c'est sympa quand même. Je montre à mon meilleur ami, et mon ami qui l'a montré à un autre ami, etc. Et je me dis, mais moi, à ma petite échelle, j'en parle à un ami qui l'a montré, etc., etc. Alors que de nous tous, on n'y connaît rien du tout. Tout à fait. Ton contenu de qualité. Et en fait, que ce soit sur YouTube, par le biais de l'algo, ou d'un point de vue bouche-oreille, d'un point de vue plus naturel, ton contenu performe, quoi. Il y a vraiment de l'intérêt. Et je pense que tu peux toucher une audience qui n'est pas forcément une audience de gens qui sont passionnés par ça. Pas uniquement. Je pense vraiment que mais c'est exactement ce que j'ai voulu faire quand j'ai créé cette chaîne. Parce que au début, justement, je me suis posé la question. En fait, pareil, quand tu crées une chaîne YouTube, tu ne la fais pas forcément pour toi. Tu la fais pour répondre à une problématique ou à un besoin. Et en fait, je me suis dit, voilà, l'actualité spatiale, moi, je suivais beaucoup de choses sur Internet et à chaque fois, je trouvais beaucoup d'articles écrits. Je m'étais dit, à un moment donné, il y a quelques personnes qui font des vidéos sur le domaine, mais qui amenait ça par peut-être à un niveau de difficulté, un niveau de compréhension un peu trop élevé pour Monsieur Tout le Monde. Et moi, j'étais Monsieur Tout le Monde justement sur le spatial avant de commencer. Et je me suis dit, voilà, c'est ces gens-là que je veux aller chercher. C'est à ces gens-là, en fait, que je veux créer une vidéo pour vraiment leur faire découvrir le monde du spatial. Parce que mon but, au final, en fait, c'est de faire se rendre compte
aux francophones, vu que moi j'ai un public francophone, que le spatial aujourd'hui, c'est en train de devenir une véritable révolution et c'est ces gens-là que je veux cibler. Et du coup, tu vois, c'est justement ce que tu disais. Toi, tu t'y intéressais pas plus que ça forcément. Enfin, t'es intéressé, mais plus curieux qu'autre chose. Et quand tu regardes la vidéo, tu te dis, ah ouais, mince, c'est super, c'est intéressant, je vais m'abonner, je veux suivre. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. exactement C'est ce comme type ça que je l'ai senti. de questions que je me suis posé au début. Mais ça a du sens et tu as souligné quelque chose d'extrêmement important. Ceux qui font une chaîne YouTube pour eux, qui sont égocentrés, je parle souvent de cette forme d'égocentrisme, parce que moi je me suis fait avoir au début aussi par ça. C'est que si vous faites une chaîne pour vous en disant je veux que les gens, moi par exemple, viennent voir mes tableaux, viennent voir ci ou autre, ça fonctionne pas. En fait, il faut répondre à un besoin, voire guérir une douleur. Souvent je vais jusque-là. C'est le meilleur moyen de créer une audience parce que justement vous allez aider votre audience, vous allez répondre à des besoins et forcément YouTube est très compatible avec ce type de comportement. C'est pour ça que ceux qui font du divertissement ont beaucoup plus de mal parce qu'ils vont être là, tiens, je vais faire des blagues, je vais faire comme Cyprien, comme Squeezie ou autre, mais en fait, ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas d'audience et qu'ils ne peuvent pas arriver à créer une audience de cette façon-là. Et ils se frustrent beaucoup, n'arrivent pas à sortir du désert et la plupart du temps abandonnent. Voilà, donc je trouve que je voulais souligner ce que tu avais dit parce que je trouve ça extrêmement important du moment où tu as un peu d'empathie ou en tout cas que tu as envie de partager, de répondre à des choses, ça fonctionne la plupart du temps. Il faut répondre à un besoin. Quand tu crées une vidéo, à chaque fois je me pose cette question, qu'est-ce que cette vidéo va apporter à mon audience? Bon, maintenant c'est toujours la même chose, j'apporte toujours une information entre guillemets pré-mâchée à une audience qui a peut-être pas forcément beaucoup de temps à accorder à ça, mais tu vois, quand tu réponds à un besoin, tu as une audience qui est derrière. Bon, super. On va continuer du coup sur la monétisation. Est-ce que tu monétises ta chaîne? Est-ce que tu fais de la publicité, de l'affiliation ou des placements de produits, infoproduits? Quel est ton business model? Alors du coup, en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas non plus d'idée vraiment de ce que je voulais faire. Et puis quand je me suis rendu compte que très vite le nombre de vues montait, je me suis dit effectivement, là, il y a peut-être aussi la possibilité de joindre l'utile à l'agréable. Parce que comme je te disais, je passe 25 heures sur les vidéos, ça prend beaucoup de temps. À un moment donné, je me dis, voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir en avoir une rétribution. Donc j'ai monétisé la chaîne dès que j'ai pu, de toute façon. Ça a été, je crois que la monétisation, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de vidéos. Donc ça a été fait à peu près à la mi-janvier. Donc j'ai lancé le processus et j'ai commencé à mettre en fait un petit peu de publicité via YouTube directement avant mes vidéos et à la fin de la vidéo. Donc en fait c'était quand vous cliquez sur une vidéo, vous avez toujours une petite pub, c'est toujours un petit peu gênant, mais il faut bien vous dire une chose, c'est le seul moyen aujourd'hui de rétribuer, enfin c'est l'un des principaux moyens de rétribuer les créateurs de contenu. Et donc du coup ça m'a rapporté un petit peu d'argent, c'est pas énorme forcément ce que ça permet d'obtenir. Mais j'ai commencé à faire ça et puis j'ai eu aussi l'opportunité à un moment donné de faire une opération commerciale. Donc une opération commerciale, en fait, c'était Rhinoshield qui était venu me voir. Donc Rhinoshield, c'est les coques de téléphone qui avaient une nouvelle collection de coques sur la NASA, dans le spatial. Et du coup, ils m'ont approché et ils m'ont proposé en fait de faire une opération commerciale avec eux. Donc en échange d'une somme, eh bien, ils te rétribuent, tu leur fais une petite pub de 30 à 40 secondes sur ta chaîne. Alors, ce qui est intéressant sur justement le placement de produits, je me rends compte que malgré que tu aies une chaîne qui est un an, enfin peut-être qu'à l'époque du placement de produits, elle avait encore moins d'un an, tu as quand même les marques qui sont là, qui surveillent ce qui se passe dans l'écosystème YouTube, parce qu'ils t'ont quand même trouvé assez rapidement pour te proposer quelque chose. C'est assez intéressant ça aussi, ça serait peut-être à développer. Donc ils sont venus te voir, ils t'ont contacté par mail, c'est ça, par mail, c'est ça, vu qu'il y a toujours l'adresse email qui est affichée dans la partie à propos, ils m'ont envoyé un petit mail, on a discuté et puis on est tombé d'accord sur un essai entre guillemets pour ça. Et d'ailleurs, c'est directement eux ou une agence de publicité? Non. Alors j'ai eu les deux choses justement. C'était eux directement qui m'ont contacté parce que là, je pense que les personnes qui gèrent la com chez eux sont aussi sur les réseaux sociaux et ont compris qu'ils avaient un bon intérêt à approcher les gens directement plutôt qu'à proposer de la pub à YouTube qui va la placer de manière un petit peu désordonnée. Là, avoir une pub personnalisée, c'est bien plus impactant qu'avoir une pub en début de vidéo où tu peux juste cliquer sur ignorer pour passer la pub. C'est beaucoup plus impactant pour eux. Et puis pour nous, en fait, c'est gagnant-gagnant dans le sens où nous, on récupère quand même une belle rétribution financière qui peut quand même atteindre plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est pas négligeable, surtout quand tu commences, où tu te dis, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Tu peux... En fait, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais gagner ma vie de YouTube à peu près au mois de mai. Donc, c'est-à-dire au bout de 9 mois, 8 mois de chaîne YouTube. C'est à ce moment-là où je me suis dit, dans quelques années, je pourrais en vivre si ça continue comme ça, grâce à la publicité, grâce à la fidélité des abonnés aussi, parce que
tu peux rien faire sans les abonnés de toute façon, tu peux rien faire sans avoir de vues. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, un bon équilibre à trouver avec eux, ne pas non plus leur mettre trop de pubs, ne pas en mettre trop peu pour que toi, à un moment donné, tu puisses toucher suffisamment d'argent. Donc ouais, eux, ils m'ont approché directement, Rhinoshin, mais après, j'ai eu une agence qui m'a contacté et qui va petit à petit me chercher d'autres opérations commerciales. Et après, bah, c'est toi qui calibres. C'est-à-dire, moi, je souhaite toujours proposer de la publicité aujourd'hui qui soit un maximum possible en lien avec le spatial. Je ne sais pas si j'arriverai à m'y tenir sur la durée, parce qu'après, il y aura peut-être des bons partenariats qui pourraient être proposés et qui pourront me permettre d'en vivre plus rapidement. Mais tant que je peux toujours proposer de la publicité en lien avec le spatial, je le ferai. Et c'est pour ça aussi que j'ai déjà refusé beaucoup d'autres publicités pour des jeux vidéo, pour des VPN et autres pour l'instant, parce que bah, c'était pas en lien avec ma thématique et je voulais quand même garder ce lien avec mon audience. Oui, mais moi, je souligne aussi ce que tu dis, le fait qu'on ait beaucoup d'opportunités du moment où on arrive à c'est toujours les chiffres. Du moment où on commence à avoir une certaine audience, moi, sur ma chaîne principale, c'est pareil. Du jour au lendemain, j'ai eu des demandes, comme si tout le monde s'était passé le mot, mais c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Et le problème, c'est que j'ai des fois des demandes, alors ça peut être du jeu vidéo, hein, comme pour toi, j'imagine que c'est les mêmes. Après, ça peut être des lampes de bureau, fer à repasser, j'ai tout eu. Alors, je me dis, dans le cadre de la peinture, je ne peux pas me permettre de parler de tout et n'importe quoi, on a envie de rester intègre et voilà, d'amener quelque chose à l'audience. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir les opportunités qu'il y a financières sur YouTube. Mais pareil, ça arrive qu'au bout d'un moment. Moi, après, sur ma chaîne principale, c'est plus l'infoprenariat, c'est encore très différent parce que moi, ça allait bien avec mathématiques, ça va pas avec. C'est pas un business model qui s'applique à tous les modèles de chaîne, c'est pas forcément évident. Mais par contre, ça marche très bien. Effectivement, ça sous-entend qu'il faut créer des formations. Tout ça, c'est encore très différent. Ça demande aussi beaucoup de travail, mais les leviers les possibilités de monétisation sont nombreuses finalement. Hein. Et je pense que quel que soit, par contre, ce qui est universel pour tous les types de chaînes, ça va être, comme tu disais, la publicité YouTube, ou alors les placements de produits. Ça, évidemment, je pense que tout le monde, au bout d'un moment, peut utiliser ces leviers-là, quelle que soit la thématique. Ouais, et il faut les utiliser parce que au début, en fait, pareil, quand j'avais la possibilité de mettre ma première publicité, je me suis dit, mince, comment va réagir mon audience? Et j'avais peur, en fait, de mettre une première publicité parce que tu te dis, mince, tu as l'impression, tu sais que tu passes du côté avide de la chose, en fait, en voulant proposer une publicité, alors qu'en fait, c'est juste une manière de te rétribuer un petit peu ton travail. Et en fait, j'en avais discuté un petit peu avec les abonnés et ils ont été tout à fait compréhensifs avec ça. Ils se disent, mais même, au contraire, c'est génial. Même des fois, j'ai même des abonnés qui me disent, moi, je laisse tourner la pub parce que, effectivement, j'ai envie vraiment que ton travail soit rémunéré. J'ai envie de te remercier pour ton travail. Et en fait, à partir du moment donné où tu proposes un contenu qualitatif, tu peux te permettre de mettre de la pub et les gens comprendront parce que ils savent que c'est le seul moyen que tu as au début pour te rémunérer. Donc, c'est une peur irrationnelle qu'on a en tant que créateur qui est aussi liée au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on crée du contenu, on va créer du contenu, déjà on a l'impression de ne pas avoir légitimité dans ce que l'on fait des fois. C'est clair. Et au bout d'un moment, quand on se dit si, quand même, bon, j'apporte quelque chose, mais du moment où on parle d'argent, on se dit, oulala, comment ça va être reçu? Ils vont me prendre pour un méchant capitaliste, ils vont croire que je me fais de l'argent et tout. Et non, mais en fait, du moment, tu auras toujours l'audience que tu mérites. Si tu as fait du contenu de qualité avec bienveillance, ton audience sera, dans la majorité, globalement bienveillante. Et donc, ils seront toujours là pour te soutenir. Donc, bien entendu, ils vont jouer le jeu. Et si tu avais même, je pense, mis en place des systèmes de dons, ce genre de choses, ou du participatif, j'ai pas précisé, persuadé qu'ils seraient là avec toi, qui te soutiendraient de cette façon-là aussi. Donc, tout à fait. Je pense que de toute façon, comme tu l'as dit, et ça c'est super bien dit, c'est hyper important, ton audience est un petit peu le reflet de ce que tu essayes d'apporter en tout cas aussi. Et justement, quand on parlait d'intégrité tout à l'heure avec le fait de ne pas mettre de pubs qui n'ont pas trop de lien avec ce que tu fais, le fait d'éviter justement de les surcharger en pub, etc. Tous les gens sont très compréhensifs avec ça. Et on parlait de bienveillance, mais c'est exactement ce que je ressens avec ma communauté aujourd'hui. C'est vraiment de la bienveillance et ça c'est formidable. Oui. Moi, je vois sur ma chaîne principale ce que ça m'apporte, ce qui me permet de tenir aussi quand des fois ça va pas. Enfin, ils sont toujours là, il y a une bienveillance. Bien entendu, on en parlera tout à l'heure, mais il y a toujours quelques haters peut-être. Ça fait partie du jeu aussi quand on est exposé. Mais globalement, c'est 99% de bonheur et de soutien, quoi. Et c'est ça aussi, je pense que tu le ressens comme ça, qui nous aide à avancer dans notre chaîne et à toujours vouloir leur donner le meilleur, parce qu'on se sent redevable aussi. On a envie de rendre. Enfin voilà,
Cette bienveillance, c'est une bonne chose, YouTube, quand même. Aussi. Ah, tout à fait, tout à fait. Parce que tu en as besoin, effectivement, pendant les coups de mou, quand tu as des coups de mou à un moment donné, tu vas revoir un petit peu les commentaires, tu vois, enfin, je veux dire, je pourrais encore le remontrer, mais j'ai quand même quelque chose qui est très sympa aussi à voir, je vais te remontrer juste sur les vidéos, le pourcentage, tu sais, de pouces vers le haut par rapport au nombre de pouces vers le bas. Et ça, c'est aussi un très bon indicateur aussi de la qualité que tu apportes à tes vidéos. Mais tu vois là, c'est sur la droite, vraiment sur la droite de l'écran. Tu as 99% de j'aime, 98, 99, 99, 99. Enfin, tu vois, c'est toujours quasiment beau, 99. Et là, tu te dis à un moment donné, c'est bon, en fait, vraiment, cette vidéo, elle plaît. Alors, tu as toujours quelques personnes qui vont te mettre des pouces vers le bas, mais ça, c'est pas grave. Les haters, c'est même une chose, il faut les célébrer, les haters, parce que, à un moment donné, quand tu commences à avoir des haters, tu te dis, c'est bon, ça veut dire que ma vidéo, elle commence à s'ouvrir un petit peu à d'autres profils, ça veut dire qu'elle commence à gagner en visibilité. Donc, c'est bien. Moi, c'est ce que je disais justement à ma compagne qui se lance aussi sur YouTube. Je lui disais, mais surtout, célèbre ton premier haters, parce que ce sera une belle victoire pour toi. Ça y est, ça voudra dire que tes vidéos commencent à gagner en audience, en fait. Mais c'est pas facile. On le dit souvent comme ça avec le recul, mais sur le coup, c'est pas facile. C'est toujours un peu blessant et ça fait mal parce que c'est gratuit. C'est ça. D'ailleurs, quelle est la thématique de sa chaîne, si tu veux en parler? Aujourd'hui, c'est l'immobilier. Elle a créé une chaîne YouTube en fait, pour apprendre justement aux gens qui, comme nous aujourd'hui, des gens d'à peu près une vingtaine d'années jusqu'à 50 ans, veulent se lancer dans l'immobilier et quelles sont toutes les choses à savoir, comment faire un bon investissement, comment choisir un bon bien, comment choisir un bon locataire. En fait, c'est vraiment aider les gens qui se lancent à faire les bons choix tout de suite, parce que quand on se lance dans l'immobilier, on fait pas forcément on n'a pas forcément les bonnes prises de décision au début, et du coup, le but, c'est d'apporter ça. Et sa chaîne, Blapass, c'est la rubrique de l'immobilier, si jamais. Et elle suit tes vidéos aussi, parce que je dis, écoute, de toute façon, quand tu te lances, tu vas faire la même chose que moi, tu vas regarder Anthony du LabTube, et tu vas de la force pas non plus. De la force pas non plus. De toute façon, elle est persuadée que ça va marcher de toute façon. Donc, ça me paraît, son idée me paraît très intéressante. Effectivement. Je mettrai le lien en description. On ne sait jamais si ça intéresse. Mais je trouve ça très malin aussi, je pense. Après, il faut voir au niveau du contenu ce qui va se passer, mais je trouve ça très malin. Ok. Sur la durée. Oui. Donc ensuite, la chaîne a-t-elle apporté des opportunités de contact et as-tu un coup de pouce de la part d'autres youtubeurs? Alors oui, forcément, les contacts arrivent même assez vite au moment où tu te lances. J'ai pas eu de coup de pouce de youtubeur, par contre, j'ai eu des coups de pouce sur d'autres réseaux sociaux. Je me souviendrai par exemple, au tout début, j'ai eu un coup de pouce d'une page YouTube qui s'appelait Le Café de l'Espace, qui m'a contacté aussi directement, qui avait quoi à l'époque, ils avaient 7000 abonnés sur Facebook, et qui m'avait proposé en fait de mettre en avant un petit peu sur leur page, parce que à chaque fois je leur apportais d'y parler d'actualité spatiale, ça tombait très bien, et de ce fait ils voulaient mettre en avant mes vidéos quand elles sortaient. Et quand il m'a fait une petite promo là-dessus, au début je me souviens quand il est sorti, il m'avait fait gagner 50 abonnés. Et 50 abonnés quand tu commences, c'est énorme, c'est énorme. Oui, bien sûr. Et donc juste moi en retour j'avais juste eu à parler de lui effectivement sur la pub. Donc c'était un échange de bons procédés où moi je parlais de lui sur les vidéos, lui il parlait de moi sur son site internet, et après l'habitude est venue sur le fait que à chaque fois que je sortais une vidéo, je faisais une très courte promo, mais j'affichais sur son site internet, sur sa page Facebook, que j'avais sorti une nouvelle vidéo. Et à chaque fois, ça me ramenait un petit peu de vues. Alors, c'est pas énorme, mais ça ramène toujours du monde. Et au début, quand tu lances une vidéo, les réseaux sociaux extérieurs sont assez importants quand même pour te créer ton audience. Et d'ailleurs, je remercie encore Adrien qui gère cette page, parce que il m'a pas mal aidé au début. Très important au début, effectivement. Vu que YouTube attend de voir ce qui va se passer avec nos vidéos, il faut un appel externe. Moi, j'ai toujours utilisé mes mailing lists, mais c'est pareil, au début, quand on commence une mailing list sur un projet, on n'a personne dans notre liste. Mais petit à petit, même si on commence à avoir 10, 15, 20, 30 personnes et que ces personnes cliquent pour chaque nouvelle vidéo, ça fait un appui sur l'externe et ça donne un potentiel, une possibilité pour YouTube de suggérer, enfin en tout cas de prendre ça en compte dans son analyse. Ouais. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus viser trop gros. C'est-à-dire que par exemple, tu as certaines personnes qui s'imaginent que comme elles lancent une chaîne YouTube, elles vont avoir tous les youtubeurs de leur thématique, ils vont pouvoir s'autoriser à aller contacter tous les youtubeurs de leur thématique pour espérer avoir une pub. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas pas pouvoir, si tu as 1000 abonnés, tu vas pas pouvoir aller contacter un youtubeur qui en a 500 000 en espérant qu'il te fasse une pub. Il va te dire, écoute, grandis un petit peu, on verra après. Il faut aussi que tu puisses lui apporter quelque chose. En fait, c'est ça, c'est toujours du donnant-donnant. Si toi, il t'apporte quelque chose, il faut que toi aussi, tu puisses lui apporter quelque chose en retour. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ça m'arrive d'être de plus en plus sollicité sur ma chaîne principale aussi, sur la peinture. Certains se lancent, font des démonstrations, comme je le fais parfois. Et certains font une vidéo, ont 10 abonnés, et commencent tout juste, viennent me voir en me disant, est-ce que tu peux parler de ma chaîne? Est-ce que tu peux... C'est mettre la charrue avant les bœufs.
Moi, je suis quelqu'un qui sait difficilement dire non. J'ai appris à le faire maintenant parce que sinon, ça serait n'importe quoi. Je veux dire, effectivement, moi, je me serais jamais permis, en lançant ma chaîne de peinture, à prendre le plus gros youtubeur en disant bon, bah, est-ce que tu peux parler de. Voilà, je me serais peut-être présenté, mais j'aurais jamais osé demander. Enfin bon, voilà. Ou alors, Pourtant, il faut le faire avec une très belle idée derrière et une idée Oui. qu'il puisse lui aussi le faire bénéficier de quelque chose. Si par contre la personne ne fait pas le même contenu que moi, fait quelque chose de complémentaire et que je trouve l'idée géniale, il a beau commencer, là je parlerai de lui parce que je trouve l'idée géniale et peut faire un super sujet, quoi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Mais voilà, oui, tout est possible finalement. C'est vrai, mais il faut avoir vraiment un intérêt aussi. C'est soit un coup de cœur, soit un intérêt. Oui, c'est ça. Quels sont les youtubeurs qui t'inspirent en ce moment? Alors ça, c'est une belle question. Effectivement, les youtubeurs qui m'inspirent. Alors sur mathématiques, je vais avoir mes concurrents, forcément. Je les appelle mes concurrents, mais t'avais fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, les concurrents, ça peut aussi être vraiment des confrères. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais je dirais, j'ai mon concurrent Hugo Lisoire, qui fait lui aussi de l'actualité spatiale, qui est d'ailleurs, très clairement, et il faut le dire, c'est qu'il m'a aussi beaucoup inspiré au départ. Comme j'aimais beaucoup ses vidéos et c'était de lui dont je parlais tout à l'heure, justement. On disait que le niveau technique était un peu plus élevé et ne s'adressait peut-être pas à monsieur tout le monde, tu sais. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais reprendre un petit peu son idée, mais je vais l'adapter à un public complètement différent, à une autre niche. Et donc lui, forcément, il m'inspire beaucoup. C'est un gros bosseur sur le sujet, il sort 2 à 3 vidéos par semaine. Bon, ils sont 2, il travaille avec son frère là-dessus, mais tu vois, il m'inspire beaucoup sur le sujet. Et après, j'ai une autre personne qui m'inspire un petit peu, il s'appelle AstronoGeek. C'est pareil, comme son nom l'indique, c'est aussi sur l'astronomie. C'est un petit peu différent, mais lui, il m'inspire plus sur le sens où il a réussi à créer vraiment une chaîne YouTube avec 600 000 abonnés sur le spatial. C'est lui aujourd'hui, je crois, en France, ou enfin, du moins sur le domaine francophone, le plus gros YouTuber français du domaine spatial. Et donc forcément, ça nous inspire. Donc ça, vraiment, ces youtubeurs-là, c'est sur mathématiques. Et après, j'ai d'autres youtubeurs vraiment que je trouve extraordinaires en ce moment, sur lesquels je passe un peu de temps aussi pour moi-même me former. C'est David Laroche. David Laroche, c'est un petit jeune, il a 27 ans, qui parle énormément de motivation, de dépassement de soi, etc. Et quand tu crées une chaîne YouTube et que tu changes complètement de vie, parce qu'à un moment donné, tu dois faire énormément de sacrifices, j'en parlais tout à l'heure sur le temps libre, et tu as besoin de te motiver, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est là et qui t'explique que tout est possible, tu peux tout donner et ça va marcher. Effectivement, ce David Laroche, moi, c'est vraiment mon coup de cœur du moment pour réussir à avancer correctement. Puis après, une autre petite chaîne que j'aime beaucoup, qui est vraiment en devenir, c'est le LabTube. Moi, je trouve qu'il fait vraiment il fait énormément de bonnes vidéos et vraiment, non, mais c'est pas vraiment ta chaîne, elle est top. Je le dis, je le répète. Il faut vraiment regarder tes vidéos pour pouvoir maîtriser le monde de YouTube de la meilleure manière possible. Voilà. Donc voilà les youtubeurs que j'ai du mal, tu vois, avec cette chaîne. J'en parlais paradoxalement, j'ai du mal à appliquer mes propres conseils et là, je suis encore dans d'une certaine façon, encore dans la traversée du désert. Mais quand je vois le succès de certains, surtout comme toi, mais ça me motive tellement à continuer, à me dire que si je peux continuer à donner des petits conseils qui vont lancer certains à s'épanouir dans leur passion et à faire des trucs qu'ils n'auront peut-être pas fait, eh ben c'est super. Je me dis, j'ai tout gagné. Il faut continuer parce que voilà, vraiment, tu apportes quelque chose à ceux qui veulent se lancer et je pense qu'à un moment donné, tu vas finir par percer. C'est peut-être un peu plus long parce que ta thématique est peut-être plus particulière ou tu vas avoir des abonnés qui vont être fidèles pendant peut-être 6 mois, le temps de se lancer, peut-être un peu moins derrière. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais sur le long terme, tu vas forcément y gagner. L'avenir nous le dira. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure aussi et je lâcherai rien. C'est évident. Absolument. Ensuite, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important pour qu'une vidéo performe? On l'avait vu tout à l'heure, vraiment, le plus important pour moi, c'est la miniature. Le numéro 1, la miniature, c'est la clé. C'est ta porte d'entrée, c'est ta vitrine, c'est ce qui va faire en sorte que quelqu'un, quand il passe dans la rue, il va voir ta vitrine, elle va être belle, et elle va te donner envie de rentrer dans le magasin. Là, c'est la même chose, c'est la miniature qui va attirer le regard, qui va te donner, tu vas te mettre un petit doute en tête, tu vas te dire, ah, tiens, cette vidéo, ça pourrait m'intéresser, je vais cliquer. Voilà. Donc la miniature, c'est la première chose et ça fait au moins 50% du succès d'une vidéo. On le voit bien, encore une fois, avec les vidéos. Dès que je parle de SpaceX, boum, c'est parce qu'il y a SpaceX, parce qu'il y a la tête d'Elon Musk, parce qu'il y a une fusée vraiment avec des belles images, des belles couleurs, etc., qui va faire en sorte que les gens vont cliquer. Donc il y a ça, et après derrière, tu as le succès d'une vidéo, il n'y a pas le contenu qualitatif derrière. Parce qu'une fois que les gens sont rentrés dans ton magasin, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Il faut qu'ils aient envie de rester, il faut qu'ils se disent, ah oui, c'est intéressant, je reste.
Donc, voilà, ça va être le rythme, ça va être le ton, ça va être le sujet, ça va être le sérieux avec lequel tu traites ton sujet, et puis ça va être le besoin auquel tu réponds. Voilà. Vraiment, c'est ça qui fait pour moi le succès d'une vidéo. Et après, derrière, vienne la régularité qui fait en sorte que le rendez-vous hebdomadaire fait en sorte que les gens sont habitués. Enfin, c'est ça, c'est la gestion des habitudes. C'est très pertinent. Puis cette analogie, ouais, j'aime beaucoup. C'est ça, finalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Tu avais déjà fait, toi, des vidéos sur les miniatures, hein, de toute façon. Ah oui, j'en ai même fait plusieurs parce que c'est vraiment la porte d'entrée. Ouais, c'est la première chose qu'une audience va voir. Une audience te connaissant ou pas, donc c'est le meilleur moyen d'influer sur un taux de clic, effectivement. Ouais. Et après, il y a j'en parle dans la formation YouTube Elite, mais il y a toute la psychologie autour de la miniature. C'est-à-dire que, mis à part le visuel, il y a justement les biais cognitifs et tout ça que tu vas activer. Ça peut être de la négation, ça peut être tu peux jouer sur la curiosité, sur plein de choses, et c'est très, très, très puissant. C'est incroyablement puissant. Donc, au-delà du visuel, après, il y a tout ce que tu vas assimiler, ce que tu vas amener d'un point de vue psychologique chez la personne. Si tu arrives à intriguer quelqu'un ou à le choquer ou autre, il va avoir envie de cliquer, il va avoir envie de voir ce qu'il y a derrière la miniature. C'est ça. Enfin bon. Ok, donc ensuite, quel a été le moment le plus dur dans cette aventure et le plus beau? Alors, le moment le plus dur, ça a été mon premier haters. Parce que ce premier hater, je m'en souviendrai toujours d'ailleurs. Je pense que il m'a marqué. Et j'ai laissé le message d'ailleurs sur ma toute première vidéo. Et ce gars-là, en fait, m'avait critiqué, et à juste titre. Il avait d'ailleurs peut-être raison aussi. C'était peut-être mal amené dans la manière de construire la chose, mais en tout cas, c'était quand même un commentaire assez constructif sur le fait que il me disait que je n'étais pas prêt, que je n'étais pas bon, que je n'y connaissais rien, que je maîtrisais mal le sujet, et que je ferais bien de prendre le temps, entre guillemets, de m'imprégner de toute cette culture spatiale, parce que c'est vrai qu'il avait raison, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose au spatial, que je devais prendre le temps de m'imprégner de cette culture spatiale avant, entre guillemets, de revenir sur le domaine YouTube pour pouvoir en parler, parce que je ne maîtrisais pas les choses et j'étais un amateur. Et ça m'a fait super mal, parce qu'il n'est pas arrivé tout de suite, il n'est pas arrivé sur la première vidéo, je devais déjà avoir sorti 4 ou 5 vidéos, mais ce commentaire, quand il est arrivé sur ma première vidéo, ça fait très mal. Donc ça fait très mal, mais en même temps, tu te dis, en fait, tu sais, tu as un petit peu la niaque de te dire, la rage de dire, putain, ce mec-là, j'ai envie de lui montrer qu'il a tort. Tu sais. Et oui, je pense que finalement, il t'a beaucoup servi. Enfin, il m'a beaucoup servi. Dans le sens où tu te mets forcément, tu te remets en question et tu as envie de lui dire, regarde de quoi je suis capable. Voilà, et aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de lui dire, tu vois, bonhomme, regarde un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être aussi, c'est pas grâce à lui, mais tu vois, mais en même temps, ce mec-là, il m'aura quand même motivé à me dépasser, à faire mieux. Oui. Donc, ce moment difficile, je pense que dans chaque moment difficile dans l'aventure YouTube, ça te permet de grandir et ça te permet d'apprendre de différentes choses. Et il avait raison sur la moitié de ses points, je dirais, il avait vraiment raison là-dessus. J'étais encore du côté amateurisme de la chose, donc c'est tout à fait justifié. Donc ça, c'était le moment le plus dur. Ouais. Après, il y a eu d'autres moments difficiles où, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, tu crées, tu passes un temps fou sur tes vidéos et il n'y a rien qui sort, il n'y a aucune vue. Tu sais, c'est un petit peu l'analogie de... Tu te souviens, dans les campagnes avant, on avait des pompes où il fallait des pompes à eau, tu sais, pour obtenir de l'eau, il fallait pomper. Tu pompais longtemps pendant un moment donné avant de commencer à avoir un filet d'eau sortir. En fait, donc au début, YouTube, c'est ça, tu pompes, et tu n'as rien qui sort, tu n'as pas d'eau qui sort, donc tu n'as pas de vue qui sort. Et à partir d'un moment donné, tu donnes toujours la même pression sur la pompe, et tu commences à avoir de l'eau qui sort, et puis de plus en plus. Et puis même à un moment donné, même quand tu arrêtes de pomper, tu as toujours un petit peu d'eau qui continue de sortir, tu vois. Et ça, je dirais, YouTube et l'analogie entre YouTube et cette fameuse pompe à eau, c'est exactement ça. Ou alors après, c'est vrai que j'utilise toujours l'analogie de la locomotive, mais finalement c'est exactement la même chose. Tu dis aujourd'hui, au début, tu as beau mettre énormément de bois, elle va patiner, elle va pas avancer, ça va être lourd à partir, alors qu'après, une fois qu'elle est lancée, tu as de la traction. Et cette traction fait que même en mettant un tout petit peu de bois, ça bombarde, quoi. C'est ça. Ça fonctionne aussi, et ton analogie est super intéressante du coup. Et c'est important de parler à un débutant et de lui expliquer ces analogies-là, parce qu'il va tout de suite comprendre justement que l'énergie... Moi j'explique à chaque fois, je parle aussi des graines. Au début tu plantes plein d'arbres, tu mets plein de graines, et ça pousse pas, et au bout d'un moment tu sais pas, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans ça va pousser. Moi c'est ce qui s'est passé avec mes vidéos piliers, j'en ai une, elle fait 600 000 vues maintenant, et cette vidéo-là, au début elle faisait rien du tout, et maintenant tous les jours elle continue, vu qu'elle répond à un besoin, à drainer du trafic, et voilà. Donc il faut vraiment se projeter. Du moment où je fais une vidéo maintenant, même si elle me demande beaucoup d'énergie, qu'elle m'apporte rien,
je me dis un jour, j'ai de grandes chances qu'un jour, je serai récompensé quoi qu'il se passe. Cette graine, elle Ouais, m'apportera quelque chose, mais pas tout de suite, il faut être patient. Ça, c'est c'est ça. Il faut évident. vraiment, faut savoir faire preuve de résilience vraiment au début où tu sais que tu travailles entre guillemets pour rien. Du moins au début, tu travailles pour rien. Mais au final, tu vois, bah, comme je le disais, hein, je passe toujours autant de temps qu'il y a un an à créer mes vidéos et aujourd'hui, mes vidéos, elles font 50 000 vues minimum, alors qu'avant, elles en faisaient à peine 1000. Tu sais, et encore même 1000, j'étais déjà content quand elles en faisaient 1000 il y a un an. C'est ça. Donc c'est pour le même travail, finalement, après, tu as des bien meilleurs résultats. Donc il faut continuer, il faut persévérer. Donc ça, Et ce c'était qui les me moments les plus frustre, durs. pardon, je finis juste là-dessus, c'est que ce qui me frustre moi énormément aussi, c'est de voir, et je l'ai vu aussi surtout dans des sociétés un peu plus conséquentes qui veulent tout de suite faire la vidéo parfaite, qui engagent Ouais, une équipe, etc. Et ils sont persuadés que plus il y aura de qualité, et plus leur vidéo aura dû. Et donc, bon, bah après, c'est bon, la vidéo est réalisée, on a tout, on a juste à créer la chaîne, on va lancer la vidéo. Et ils font 1, 2, 3 vidéos et ils abandonnent, alors que des fois, ils ont ouais, mis moyens colossaux pour la réalisation de leurs vidéos. Et YouTube, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est bien raccord bien avec ce que tu sûr. disais. Il faut être patient. Tant pis si au début, il n'y a pas de la qualité, mais il y a un moment, il faut se lancer dans le marathon et pas sprinter, quoi. Il faut être Ouais, patient. c'est exactement ça. C'est exactement d'ailleurs ce que dit le youtubeur David Laroche. Quand tu te lances dans une activité, au début, tu as le droit de pas être parfait. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire tes erreurs. Et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, le plus important, c'est de se dire, bah, tu es en train d'apprendre. Et au début, c'est ça. Au début, tu apprends à comprendre YouTube. C'est ça le plus important. Fait Vu que mieux tu que vas pas tout de parfait, suite faire de... toujours. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Fait est mieux que parfait. C'est exactement ça, oui. Moi, c'est Olivier Roland qui disait ça. Lui, tu vois, moi, celui qui m'a motivé, c'est Olivier Roland sur la Ah traversée du ouais. désert et tout ça. C'est là que Effectivement, il est j'ai bien aussi. compris comment. Il est bien aussi, ouais. J'aime beaucoup, ouais. Ouais, c'est ce qui m'a permis, moi, de comprendre la traversée du désert, de me dire, ah, ok, c'est pour ça que tous mes projets fonctionnent pas, parce que je baisse les bras trop vite. Et du Ouais, moment où tu as assimilé ça, hop, c'est parti. ouais, c'est vrai. Voilà. Et Pardon, je donc, t'ai coupé. Du coup, tu non, parlais je disais, de. donc ça, c'était les projets les plus, enfin, les moments les plus durs, en fait, sur YouTube. Et puis après, à côté de ça, tu as les moments les plus beaux, et tu en as beaucoup plus que des moments les plus durs, d'ailleurs, aujourd'hui. Les moments les plus beaux, c'est tes premiers 1000 abonnés, tes premiers 10 000 abonnés, le fait Oui. que tu ne comprends pas pourquoi d'un seul coup YouTube te met en avant, mais il te met en avant quand même. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, quand tu analyses tes analytics et que tu vois que tout est en train d'exploser, c'est des moments jubilatoires. Vraiment, c'est extraordinaire comme moment. Est-ce qu'on va C'est comme bientôt ça. vivre aussi tous les deux? Enfin, ça dépend à quand Bah, on se regarde cette vidéo, quand on va regarder cette vidéo, mais on va vivre les 100 000 abonnés et le premier trophée YouTube. C'est ah bah bête, ouais, mais moi, c'est c'est vrai. quelque chose qui va beaucoup me toucher, je pense, parce que c'est vraiment la récompense quand même symbolique, mais d'un Ouais. effort colossal qu'on a investi depuis le début, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais pas, je pense que quand j'aurai ce trophée, effectivement, Tu seras derrière. ce sera j'espère ouais, je pense que je le mettrai derrière, mais simplement pour me dire, bah voilà, le travail accompli, la récompense est là. Ce sera un bête morceau de plastique, mais peu importe, c'est aussi une manière de dire, bah merci aux abonnés, merci parce que les 100 000, bah, vous êtes là, vous voyez, vous êtes derrière, vous êtes là et vous êtes derrière moi. Et merci parce que bah, c'est vous qui me poussez et qui me donnez des ailes pour avancer. Donc ouais, c'est une belle manière aussi de dire merci à son audience d'avoir ce petit trophée derrière. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. Eh oui, moi aussi. Mais ça va arriver bientôt, autant pour l'un que Bien pour l'autre, sûr, hein, je pense. Je parle de bien ma sûr. chaîne principale Oui, ça dans va mon continuer, cas. ouais. Ouais. Ensuite, quel est ton projet YouTube, ton objectif à long terme? Alors, bah écoute, je pense que tu l'as compris, on parlait de monétisation tout à l'heure. Mon projet à plus ou moins long terme, ce serait de pouvoir en vivre. Et j'y arriverai, ça j'en suis persuadé que ça va fonctionner au rythme actuel des choses. Je pense que d'ici 1 à 2 ans, je pense pouvoir commencer vraiment à en tirer des revenus qui me permettront de pouvoir en vivre. Et à terme, ce sera vraiment de devenir youtubeur professionnel de ce fait, avec d'autres projets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, je me base principalement sur YouTube, mais le Journal de l'Espace, j'ai bien envie aussi de développer d'autres formats à côté, du style de site internet, blog, site de e-commerce, faire en sorte vraiment de développer les projets pour ne pas dépendre que de YouTube. Parce que si un jour YouTube change ses règles, ben, je n'ai plus rien. Et donc, du coup, Oui, voilà, il faut faire attention à ça. C'est aussi se préparer à un avenir autre pour faire en sorte de ne pas rester coincé entre guillemets, limité par YouTube lui-même. Donc aujourd'hui, bah, YouTube, c'est le début de la chaîne, et on verra demain les projets, comment ils évolueront, mais j'ai plein d'idées en tête. En tout cas, je sais que je n'en resterai pas qu'à du format vidéo. super. C'est que le début d'une belle aventure, alors. C'est ça. C'est très bien. Pour finir, je te demanderai quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un YouTuber qui se lance?
De regarder le LabTube. Tu vois, c'est sorti tout seul. Non, vraiment de suivre, de se former. Vraiment, il faut se former parce qu'à un moment donné, faut pas se lancer à l'arrache, ça donne rien pour. Donc, il faut regarder effectivement le LabTube ou d'autres chaînes qui traitent du même sujet. Les gens vont croire que je t'ai payé. Hein. Pas du tout, en plus, c'est ça le pire. Non, mais vraiment, moi, je te dis, c'est très, très important parce que il faut suivre les conseils qu'on nous donne parce qu'il y a des gens qui sont passés par là avant toi, ils ont l'expérience, ils savent de quoi ils parlent. Donc, écoutez-les vraiment si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est écouter les conseils qu'on vous donne parce qu'on est passé par là, on en a fait l'expérience, on en a fait les frais aussi par moment, on a galéré et on sait ce que c'est. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est se former, regarder les vidéos comme celle du LabTube. Ensuite, 2, c'est ne pas lâcher parce que c'est super dur. Les premiers mois, cette fameuse traversée du désert, tu en parles tout le temps dans tes vidéos et c'est super important parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Le début sur YouTube, c'est super dur. Vous allez être énormément déçus, vous allez travailler pour pas grand-chose. Et il faut bien avoir ça en tête. Donc vraiment, c'est réussir à ne pas lâcher, à faire preuve de sacrifice et de résilience pour vraiment donner le maximum et faire en sorte que ça avance. Donc ça, vraiment, c'est les conseils que je donnerai au début. Après, et puis le troisième conseil, qui est extrêmement important aussi, c'est trouvez-vous une thématique où vous répondez à un réel besoin. Si vous répondez à un besoin, vous allez avoir une audience. L'audience sera existante. Donc à vous de réfléchir un petit peu à quel besoin vous allez répondre. Si vous faites des vidéos, par exemple, comme j'en vois beaucoup, des jeunes youtubeurs qui vont faire des vidéos de jeux vidéo juste pour se montrer en train de jouer, ça ne marchera pas. Il faut que vous apportiez quelque chose. Si vous voulez faire du jeu vidéo, par exemple, eh bien, il faut que vous apportiez une réponse à quelles sont les meilleures choses à faire dans telle situation, comment est-ce que il faut réagir face à telle problématique ou telle situation dans un jeu, par exemple. C'est vraiment répondre à une question. Il faut toujours répondre à une question pour pouvoir sortir une vidéo, répondre à un besoin pour sortir une vidéo qui puisse fonctionner. Donc voilà, je dirais que ça, ce seraient mes 3 conseils. Je trouve ça super pertinent. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette interview. J'ai trouvé ça super. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et si vous qui écoutez la vidéo, ça vous a plu, déjà le petit pouce levé, hein, forcément. Et je vous demanderai de partager cette vidéo parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de youtubeurs qui ont envie de se lancer, vraiment, qui ont envie de se lancer. On en a reparlé, cette traversée du désert, on l'a souligné au moins 10 fois dans cette vidéo, c'est dur, c'est long. Et je pense que là, tu as lancé vraiment un message, quelque chose de bienveillant et de très stimulant, quelque chose qui va aider vraiment la plupart à se lancer. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Peut-être pour tes 100 000 abonnés ou avant ou après, je ne sais pas. Pourquoi pas. J'ai l'impression j'ai pas envie d'arrêter la vidéo. J'ai envie qu'on recommence ça parce que j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Moi aussi, j'ai passé un très très bon moment. Merci Anthony. Encore une fois, je le dis, merci pour tes vidéos. Vraiment, pour tous ceux qui se lancent sur YouTube, j'insiste. Continuez à suivre le LabTube. C'est ce qu'il vous faut pour avoir les bases, pour maîtriser les bases de YouTube. Donc, et c'est moi qui te remercie parce que avec aujourd'hui la popularité que tu as, là où en est ta chaîne et tout ça, tu aurais pu. Enfin, je te remercie vraiment d'être venu sur cette chaîne pour nous faire ton retour d'expérience. Franchement, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, j'espère. Et puis voilà. Ciao les amis. Ciao Quentin. À très bientôt.